Je vais vous parler aujourd'hui des graphes de connaissances. Alors, graphes de connaissances, je vais dire aussi knowledge graphs. Vous allez même voir écrit KG comme abréviation pour parler de knowledge graph. Et on va appliquer ça à la force athlétique, dont on parlera un peu plus tard. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un graphe de connaissances. Un graphe de connaissances, alors ça c'est une proposition de définition. C'est une carte de tout ce qu'une organisation sait à propos d'un sujet. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail parce que le mot carte est un peu vague. On va commencer par un exemple. Voilà, alors là, on voit quelque chose à travers plusieurs fenêtres. Là, on va dire qu'on n'a pas de knowledge graph. On a des points d'accès vers une connaissance qui sont silotés, qui sont hétérogènes et qui ne nous permettent pas de comprendre. On n'a pas de contexte et on n'a pas de données qui soient forcément exploitables de manière optimale. Là, on n'a toujours pas de données, mais on a plus de sources qui sont réconciliées, qui sont ordonnées, toujours un petit peu silotées, et qui nous permettent un petit peu de deviner. Alors, je vous ai dit ordonnées, non, elles sont désordonnées, justement. On a des angles d'accès, on peut deviner de quoi il s'agit, on peut voir le sujet, mais on n'a pas encore réconcilié toutes ces données. Donc là, on n'a pas de données réconciliées et on n'a pas de graphe de connaissances. Avec le graphe de connaissances, on va avoir une vision 360 où on va pouvoir interconnecter des sources de données hétérogènes sur un sujet. Alors là, enfin, on voit l'éléphant qui était dans la pièce, que je n'avais pas nommé. On le voit bien, on le voit comme un éléphant. On n'a pas besoin de se déplacer, d'accéder à l'information sous différents angles. On a réconcilié les angles pour obtenir une vision 3D, une vision stéréoscopique. On a créé des ponts entre les silos. Et grâce au knowledge graph, on peut exposer le contexte. Alors, quand on dit exposer le contexte, ça va permettre de lever les ambiguïtés. Par exemple, sur un mot qui aurait plusieurs synonymes, on va pouvoir plonger ce mot dans le contexte de notre métier, de notre activité, de notre organisation, afin de le comprendre dans l'angle le plus pertinent. Alors là, on va voir un exemple un petit peu de l'impact qu'on peut avoir en termes de données, en changeant de paradigme, on va dire, en prenant en maturité, dans la transition vers un système de gestion de données moderne. Alors là, je vous ai représenté une base de données relationnelle. Alors on voit des tables qui sont reliées entre elles par le biais, de clés étrangères. Par exemple, dans la table fournisseur, la table fournisseur va être reliée à la table produit parce qu'on aura l'identifiant du fournisseur dans la table produit. Donc, on a une table, on a un ensemble de tables qui permet de représenter l'activité. Alors, les limites de ce système, hein, qui a quand même fait ses preuves, c'est-à-dire on a construit le monde de l'informatique pendant on va dire, un demi-siècle à partir de ça, jusqu'au début des années 2000, et encore maintenant, c'est utilisé. Un système comme ça, il va permettre de répondre de manière pertinente à des questions qui sont prédéfinies. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir inventer, entre guillemets, de nouvelles questions. Le schéma de base de données est extrêmement rigide, et si on veut s'adapter à des nouveaux besoins métiers, on va devoir adapter le schéma, ce qui peut être pesant. Ce qu'on propose, nous, chez Neo4j, c'est un nouveau paradigme, un nouveau système de modélisation des données basé sur ce qu'on appelle le graphe de propriété. Un graphe de propriété, c'est d'abord un graphe. Donc, ce qu'on appelle un graphe, c'est un ensemble de nœuds qu'on peut aussi appeler des sommets ou des vertex, qui vont correspondre à vos entités métiers. Par exemple, vos clients, ça va être des nœuds, vos produits, ça va être des nœuds, et ils vont contenir de l'information, des propriétés. Par exemple, ici, vous avez des produits qui vont avoir des marques, alors Apple, Bose, Shure, et vos clients,
qui vont avoir des noms, Sophie, Rosa, Antonio, etc. Entre ces nœuds, qui correspondent à vos entités métiers, on va avoir des relations qui vont correspondre aux interactions, aux liens qu'il existe entre ces entités. L'avantage de ce système, c'est qu'on est sans schéma, on n'a pas un schéma rigide qui contraint de se tenir aux tables avec les propriétés prédéfinies. Je peux très bien, si j'ai un système de données comme ça, je peux très bien rajouter un nœud fournisseur sans avoir à remettre tout en question dans mon système de données. Je le rajoute et je vais pouvoir le connecter sans créer de nouvelles tables, sans qu'il y ait de difficultés supplémentaires. Je vais pouvoir le connecter à, par exemple, deux de mes produits. Je vais dire que mon fournisseur de matériel IFI me fournit mon matériel Shure et mon matériel Bose. Voilà. Donc là, on a un système qui va permettre de répondre de manière sophistiquée à des questions sophistiquées et des questions imprévues. Voilà. Et donc, le troisième étage de la fusée en termes d'impact, c'est ce qu'on va appeler le graphe de connaissances. Le graphe de connaissances, ce qui va permettre de faire, c'est de plonger les données de mon activité. Ici, par exemple, je vends du matériel informatique et IFI. Je vais pouvoir le plonger dans le contexte métier, le contexte scientifique, le contexte, ici, ça va être une sorte d'ontologie du matériel IFI. Je vais pouvoir voir que, par exemple, mes AirPods Apple, ce sont des écouteurs sans fil, qui sont même des écouteurs qui font partie de la catégorie audio et ce sont des devices électroniques. Donc voilà, je suis capable de dire que mon matériel Shure et mon matériel Apple, par exemple, ça correspond à des choses qui se ressemblent. C'est des earphones, ce sont des écouteurs. Ça va me permettre éventuellement d'interconnecter des sources de données différentes via ce graphe de connaissances et de l'utiliser comme clé de voûte de mon activité entre mes différents silos d'informations. Je vais pouvoir aussi raisonner sur des nouveaux faits. Par exemple, moi, je savais que j'avais des wireless earphones et des wired earphones. Là, maintenant, je peux agglomérer ces deux catégories comme dans une plus grande catégorie earphones et faire par exemple des statistiques, des métriques. Voilà. Je vais pouvoir on va dire, répondre à des questions plus sophistiquées, mais surtout dans un contexte métier. Ça, c'est important. Donc, 3 étages de la fusée, on gagne en impact et on gagne en capacité d'adaptation du système de données. Donc, pourquoi dans votre activité utiliser le graphe de connaissances? C'est-à-dire que c'est un levier puissant pour votre activité. Vous avez un contexte profond et dynamique. Ça va vous permettre de gagner en vitesse. Vous allez être plus rapide pour créer de la valeur, pour mettre votre produit en production, pour écrire des requêtes compliquées, pour répondre à des questions, pour vous adapter à un nouveau besoin métier. Ensuite, vous allez gagner en précision. Vous allez avoir un système un pipeline de prise de décision qui sera mieux informé, qui sera plongé de manière plus profonde dans la connaissance liée à votre activité. Et donc, vous prendrez des meilleures décisions grâce au graphe de connaissances. Pardon. Ensuite, de la même manière, vous allez gagner en impact, vous allez réduire vos coûts et le risque. Et c'est un petit peu une conséquence des 2 points précédents. Nous, on utilise le graphe de connaissances et nos clients l'utilisent également. Alors, par exemple, la NASA a créé un graphe de connaissances qui permettait à ses employés d'exprimer un petit peu leur savoir-faire et ce qu'ils connaissaient sur leur activité. Pour la petite anecdote, ça leur a permis de retrouver
une procédure, alors c'est une procédure de retournement d'une capsule lors de la rentrée dans l'atmosphère, c'est assez complexe, et c'est quelque chose qui est compliqué, qui a été mis au point il y a plusieurs dizaines d'années, et qu'il fallait soit recréer, ce qui coûte très cher, soit retrouver, et ils ont retrouvé grâce au graphe de connaissances, en le croisant avec le système de pointage de leur bâtiment, ça leur a permis de trouver une personne qui était à la retraite et qui était accréditée pour garder des documents chez lui et qui avait gardé cette procédure dans un papier, dans un tiroir. Et ça leur a fait économiser 2 ans de travail et $1 million. Voilà. AstraZeneca utilise également le graphe de connaissances pour le parcours de soins, et UBS pour la gouvernance de la donnée. Donc ça, ce sont des exemples, mais on en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, 88% des CXO estiment que le graphe de connaissances apporte de la plus-value. 2/3 des clients de Neo4j ont implémenté un graphe de connaissances. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. En général, quand on utilise le graphe, on a envie de le mettre en contexte et naturellement, on va créer des graphes de connaissances. Voilà. Et dès qu'on fait de la graph data science au-dessus des données, on crée des graphes de connaissances. Alors là, on va avoir une définition du graphe de connaissances qui est à la lumière de ce qu'on vient de dire, qui est un petit peu plus précise. C'est un jeu de données interconnectées et enrichi de telle manière qu'il est possible de raisonner sur les données sous-jacentes et d'en faire usage pour des prises de décision fiables. Alors, c'est une définition qui est orientée vers la prise de décision, parce que c'est souvent ça que se résume un peu l'activité. Il y a des mots qui sont importants. Il y a enrichi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, si vous faites de la science des données, vous avez des tables, des data frames qui contiennent des colonnes avec de l'information, vous allez pouvoir, grâce à votre graphe de connaissances, rajouter des colonnes qui vont rajouter de l'information pertinente. Raisonner, alors si vous savez des choses, alors c'est un peu le syllogisme. Je sais que Socrate est un homme, je sais qu'un homme est mortel, donc je sais que Socrate est mortel. Si on a un graphe de connaissances qui contient les 2 premiers faits, on va pouvoir apprendre de ces faits pour inférer des nouveaux faits. Donc, on peut raisonner grâce au graphe de connaissances. Mettre de l'intelligence dans les données avec le graphe de connaissances. Alors là, on a 3 étapes dans la maturité de votre transition dans le monde de la donnée. On va avoir la donnée brute, on peut voir des points, ça pourrait correspondre à des lignes dans une table, on va appeler ça des points de données. Au milieu, vous avez le graphe dans son contexte dynamique, et enfin qui donne un contexte dynamique à la donnée, et un contexte interconnecté. Donc là, le mantra, c'est on avait des collections et maintenant on a des connexions. Et ensuite, troisième étage de la fusée, c'est toujours votre donnée dynamique, mais qui est mise en contexte du graphe de connaissances. Le graphe de connaissances, il a plusieurs cas d'usage. À gauche, on va aller vers l'action, et à droite, on va aller vers la décision. Donc, assurer vos données, avoir une profondeur de vue sur vos données, faire de l'analytique à partir du graphe, et après faire du machine learning. Donc, vous voyez un petit peu les cas d'usage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous laisse regarder ce slide. Après, si vous avez des cas d'usage, on peut en parler dans les questions, ou vous pouvez également aller voir un petit peu dans les informations qui sont mises à votre disposition sur notre site. Voilà, donc encore une fois, là, on définit un petit peu plus par cas d'usage où on se trouve sur cet axe action-décision. Par exemple, si vous voulez faire de la détection de fraude, eh bien, vous allez être entre la profondeur de vue de vos données jusqu'au machine learning.
C'est un peu suivant les questions que vous voulez voir. Si vous voulez être capable de détecter les fraudes dans les schémas que vous connaissez, si vous voulez être capable de détecter des nouveaux moyens de faire de la fraude, et si vous voulez être capable de détecter les moyens de demain et de les anticiper. Maintenant, comment on fait ça avec Neo4j? On a chez Neo plusieurs produits. Au cœur de notre système, le cœur de notre savoir-faire, c'est cette base de données transactionnelle orientée graph qui permet de stocker des données de manière massive et de manière transactionnelle, full acid compliant, dans un système de gestion de base de données. Là-dessus, vous allez avoir des modules, par exemple Bloom, qui va vous permettre de faire de la visualisation, de visualiser vos données et de les explorer, d'en tirer le meilleur parti. Et ensuite, vous allez avoir la partie Graph Data Science qui va vous permettre de faire tourner de manière massivement parallèle des algorithmes sur vos données graphes, pour en tirer, par exemple, de l'information de centralité. Quels sont les nœuds importants dans mon réseau, de la détection de communautés, essayer de dire, voilà, ces nœuds-là, ils se ressemblent, donc je les range dans le même, dans le même sous-ensemble. Je vais pouvoir définir, par exemple, faire de la recherche de chemin dans mes données en faisant tourner des algorithmes, où je vais pouvoir projeter une vectorisation de mes données. Alors là, je m'adresse un peu s'il y a des data scientists dans l'audience. Je vais pouvoir vectoriser mes données pour les présenter aux algorithmes classiques du machine learning. Alors, par exemple, je pourrais vectoriser et faire un KNN, trouver les plus proches voisins de mes sommets suivant une façon de les présenter. Voilà. Donc là, c'est un petit peu une remarque de niche pour les spécialistes. L'écosystème Neo4j, il est interconnecté, il est plongé dans la technologie d'aujourd'hui, et il va pouvoir s'interconnecter avec votre système d'information. À gauche, on va avoir les sources de données du moins structuré au plus structuré, qu'on va pouvoir ingérer, enrichir et mettre dans Neo via des ETL, on a un plugin pour les données sémantiques si vous avez des fichiers RDF, ou si vous voulez enrichir vos données avec des sources d'open data. Spark si vous voulez streamer, et pour tout le reste, on a Apoc. Epoch, c'est notre bibliothèque utilitaire, un petit peu. Si vous avez envie de développer quelque chose avec Neo, regardez d'abord dans la doc Apoc si ça n'a pas déjà été fait, parce qu'en général, ça a déjà été fait. Vous avez sur étagère beaucoup de travail qui a déjà été fait. Les cas d'usage Neo habituels, donc de l'analytique, du data management. Je vous laisse un petit peu trouver vos cas d'usage et on peut en parler. Et après, visualisation, on est capable de se connecter à tous les outils du marché, ou presque. Les drivers, on a la possibilité d'interroger la base Neo4j avec les langages les plus courants du marché, et même des langages un petit peu de niche. On a une communauté qui est très active et qui vous a probablement déjà fabriqué un driver. Et voilà. Ici, on a AutoML, par exemple, Dataiku DSS, un plugin Neo4j. Vous pouvez mettre votre petite brique Neo4j dans votre pipeline de gestion de données pour utiliser la force du graphe. Donc là, on a encore cette idée de transition. On a des silos de données, on les réconcilie dans le graphe sur une infrastructure qui peut être on-prem, cloud. On peut avoir une instance Aura DS ou une instance Aura Neo4j qui va être full managée. Donc là, ça va être de la database as a service. Toutes vos sources de données, du fichier Excel, CSV, export de votre CRM, vers un graphe, avec une mise en profondeur grâce à
à des graphes de connaissances qu'on construit. Et puis ensuite, vous consommez vos données avec de l'analytique, avec de la BI, en construisant des applications au-dessus, etc. Donc là, on revoit ça sous forme d'un escalier du graphe de connaissances jusque, alors on va dire que le graphe de connaissances ultime, c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire que vous avez un graphe qui se comporte exactement comme l'objet d'étude. Alors par exemple, si vous vous intéressez à des bâtiments, bah, le jumeau numérique du bâtiment, il va être complètement connecté à votre bâtiment. Et si vous allumez une lumière dans votre bâtiment, et bah, votre système d'information sait que la lumière était allumée et il en tire les conséquences au niveau du graphe. Voilà. On a un petit peu fait une bonne introduction sur le sujet. Vous savez ce qu'est un graphe de connaissances. Et moi, je vais vous montrer alors comment ça peut être utile pour la force athlétique. Alors, pourquoi la force athlétique? Bah, d'une part, je suis pratiquant de ce sport. Je fais de la force athlétique pour diverses raisons. Alors, pour la petite histoire, j'avais des problèmes de dos jusqu'à il y a quelques années et je me suis mis, sous les conseils de mon kinésithérapeute, je me suis mis à faire de la force athlétique. Et on va dire que ça m'a un petit peu, ça m'a changé la vie d'une certaine manière. Alors c'est un sport qui impose une hygiène de vie, qui impose une routine stricte et qui est orientée vers le dépassement de soi. C'est un sport où il faut beaucoup réfléchir à la technique, essayer de ressentir de ressentir directement le feedback sur vos propres mouvements, essayer de connaître son corps. C'est un sport qui a besoin de s'intéresser aussi à la donnée parce qu'il y a beaucoup de programmation. Comment je vais programmer mon entraînement au jour le jour et au sein d'une journée, qu'est-ce que je vais faire, quel poids je vais porter, etc. Donc, je vais vous décrire un peu le sport avant de vous dire, voilà, la force athlétique ou powerlifting, c'est un sport de force à catégorie, donc l'âge, le poids de corps, le sexe, qui est composé de trois mouvements cibles, la flexion de jambes, qu'on appelle aussi squat, le développé couché, bench press en anglais, et le soulevé de terre ou deadlift. Euh, la pratique en compétition consiste à réaliser une charge maximale sur chaque mouvement. Voilà. Là, je vais vous montrer une vidéo de Noémie Alabert, donc, qui est mon entraîneur et qui est également championne du monde, championne d'Europe et championne de France. Elle a le record du monde au total sur les 3 mouvements. Elle a eu le record sur certains mouvements à certains autres moments. Je vais vous montrer un petit peu les 3 mouvements. Donc là, c'est le squat, c'est une flexion de jambe. Alors, une flexion de jambe, on a la barre sur le dos, on descend plus bas que les cuisses à la parallèle et on remonte. Ce qui est on va dire le plus difficile du mouvement, c'est sans doute de remonter. Donc là, ce sont des vidéos des derniers championnats du monde. Ça, c'est le développé couché qui est assez connu. Il s'agit de descendre la barre, de faire une pause et de remonter. Et voilà. Et ensuite, on a le soulevé de terre. Qui est la spécialité, on va dire, peut-être de Noémie. Oh, je ne sais pas si elle accepterait que je dise ça. Donc, le soulevé de terre, là, il faut aller chercher en bas une barre et se relever avec. Voilà. Donc, Noémie, elle est en catégorie 52 kg, donc elle fait un poids de corps inférieur à 52 kg. Là, vous la voyez soulever près de 200 kg de fonte. Voilà, donc vous imaginez l'entraînement qu'il peut y avoir derrière. Voilà, donc là, c'est elle sur le podium. Alors, je pense que là, c'était au championnat d'Europe. Mais voilà, elle est championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Et alors ça, c'est son système de gestion de données. Donc, c'est basé un petit peu sur des feuilles Excel.
donc par semaine, elle va avoir une liste en verticale de séances et en horizontale les exercices qu'elle va réaliser. Il va y avoir du squat, il va y avoir ce qu'on appelle comb bench, ça va être le développé couché sans variation, c'est-à-dire la version cible pour la compétition. Mais il va y avoir en dessous, par exemple, 3 CT bench, ça va être du développé couché avec une pause de 3 secondes et on remonte. Voilà, il y a des exercices complémentaires, c'est-à-dire que pour s'entraîner à la force athlétique, il va falloir faire d'autres mouvements qui vont permettre d'assister un petit peu l'entraînement pour progresser sur les mouvements cibles. Donc on voit ici c'est un peu rudimentaire, c'est-à-dire qu'il y a les données sont présentes, les données sont centrales, mais on n'a pas vraiment la possibilité de les observer autrement qu'en allant chercher par semaine, par jour, ce qui s'est passé. C'est difficile d'en tirer de l'information profonde sur le long terme. Parce que c'est un peu siloté dans des feuilles Excel qui sont par mois, par semaine, par jour. Ça va être difficile, par exemple, d'analyser une progression ou d'aller chercher de l'information. Donc là, on est au niveau de la maturité de l'approche data-driven, on est au niveau de la data. On n'a pas de contexte graphe et on n'a pas de contexte dynamique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder comment on peut plonger ça dans un graphe et en tirer parti. Je vais vous montrer, je ne vais pas passer tout de suite à la conclusion, je vais vous montrer ça un petit peu sur des données réelles et je vais vous montrer comment on peut créer un graphe. Alors, excusez-moi, il faut que je retrouve mon environnement. Voilà. Donc, cette fenêtre que vous voyez, c'est le Neo4j Browser. Alors, pour ceux qui font des bases de données, c'est la console d'interaction entre le développeur et la base de données. Ce que ça permet de faire, c'est une requête au sens d'une requête de base de données. Je pose une question à ma base et je vais récupérer des réponses. Je vais vous montrer ce qu'est un schéma de base de données. C'est le schéma cible de mon graphe du graphe que je mets en place pour un athlète. Alors, on va avoir ici un athlète et on va s'intéresser à son entraînement. Donc là, on va avoir des jours d'entraînement. Et dans ces jours d'entraînement, il va réaliser des sets. Ce qu'on appelle un set, ça va être un nombre de répétitions sur un mouvement. Donc, on va voir le mouvement. Voilà, ça, c'est la partie entraînement. C'est un petit peu ce qui est contenu dans la feuille Excel que je vous ai montré de Noémie. Voilà. Alors, vu que Noémie est une compétitrice de haut niveau, ces données ne sont pas forcément publiques. Je ne vais pas pouvoir prendre ces données directement pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer avec mes données à moi. Alors, j'ai des données d'entraînement qui correspondent à mon entraînement à moi sur des années. Donc, c'est simple. Hein, vous voyez la date, le nombre de répétitions, le poids et le mouvement. Et je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur de Neo4j. Alors, c'est déjà mis en mémoire. Comment je peux vous montrer à quoi ça va ressembler? Je vais faire ce qu'on appelle un pattern matching. Voilà. Je vais chercher, par exemple, si je veux voir un athlète, je vais pouvoir... je vais vous montrer un peu tous les athlètes que j'ai mis. Voilà. Et donc là, il y a Pierre Altermière, c'est moi-même. Vous allez pouvoir voir un petit peu là tous mes jours d'entraînement en bleu autour de moi. Donc, ce n'est pas une façon très agréable pour visualiser, mais c'est une façon commode d'envoyer des requêtes pour le développeur. Là, ici,
On est dans un webinaire qui n'a pas vocation à être réservé aux développeurs, donc on va utiliser un outil qui est plus agréable et qui est plus intuitif. C'est Neo4j Bloom. Je vais vous montrer. Neo4j Bloom, c'est un outil de visualisation de graphes. L'avantage de ça, c'est qu'on a une petite barre de recherche là qui permet voilà, là je clique, j'appuie sur Entrée et je vois mes athlètes. Alors, là, les athlètes qui sont là, c'est moi-même, et tous les athlètes un petit peu qui ont des résultats dans ma catégorie sur là ou les dernières années. Donc, on n'est pas nombreux parce que moi, ma catégorie, on va dire que c'est une niche. Je suis dans une catégorie en master, c'est pour pas dire vieux, et je suis en moins de 74 kilos chez les hommes. Voilà. Donc, je vais m'intéresser. Alors, dit comme ça, c'est pas très, très beau, mais je vais m'intéresser à moi parce que j'ai des données sur moi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur mon activité? Alors, avec Bloom, je peux, en partant d'un nœud, regarder, par exemple, ça va être mes jours d'entraînement. Mes jours d'entraînement. Alors voilà, vu comme ça, je vois qu'ils sont nombreux et c'est difficile d'en tirer une information directe, mais je vais pouvoir faire filtrer cette information comme ça. Alors, un jour d'entraînement, je vais m'intéresser à la date du jour d'entraînement et je vais pouvoir réduire un petit peu la quantité d'informations en fonction de ce qui peut m'intéresser. Donc, je vais m'intéresser, par exemple, aux dernières fenêtres du jeu de données. Ici, c'est un jeu de données qui va jusqu'en 2021 et je vais supprimer les nœuds là et je vais pouvoir aller identifier par exemple une semaine d'entraînement. Alors je vois là avec les dates, c'est assez facile de voir ce qu'est une semaine. Voilà. Donc là, j'ai trouvé une semaine d'entraînement pour l'athlète Pierre Altermeyer. Je vais pouvoir sélectionner en cliquant ici tous les jours d'entraînement et aller regarder ce qui a été fait pendant ces jours d'entraînement. Ici, je vois donc c'est en 3 couleurs. Ce sont des sets, alors, mais en 3 couleurs, en orange, en jaune. Et ici, il n'y a pas d'autre parce que ça va être en fonction des mouvements qui ont été réalisés. On va pouvoir aller voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Un training set. Là, c'est un mouvement qui s'appelle le sumo deadlift. Alors, le sumo deadlift, c'est du soulevé de terre, mais avec les jambes écartées et les bras entre les jambes. On peut réaliser le deadlift ainsi. C'est pas comme dans la vidéo, ce qu'a fait Noémie, où elle a un style traditionnel avec les bras à l'extérieur des jambes, mais on peut également faire ça. Alors, ça va avantager certains profils, typiquement des profils qui vont être plus forts en cuisse qu'en bassin, on peut dire. Et voilà, suivant la longueur des bras, la longueur des leviers, suivant le confort de chacun, suivant la mobilité de hanche, on va privilégier un mouvement ou un autre. Donc là, on voit des exercices. Alors, ces exercices, pourquoi ils sont jaunes, pourquoi ils sont oranges, pourquoi ils sont d'une couleur ou d'une autre? Alors, je vais vous montrer. On peut aller sur un training set, ici, grâce à Bloom, utiliser une règle de visualisation. Alors, par exemple, j'ai choisi que si le mouvement contient le mot squat, je vais le mettre dans une couleur donnée. Alors ici, c'est cette couleur-là. Si le mouvement contient le mot deadlift, ce sera autre chose. Et s'il contient le mot bench, ça va être une autre couleur. Donc voilà, ici, j'ai des deadlifts et ici en jaune, j'ai du bench. Voilà. À quoi correspond la taille de mes mouvements? Alors on pourrait se dire c'est le poids, c'est le poids, mais c'est pas seulement le poids. J'ai ici un set où j'ai soulevé 3 fois 155 kg en sumo deadlift. J'ai calculé ce
qu'on appelle une projection de Mardi. C'est une formule mathématique qui permet de dire que le fait de soulever tant de fois un poids va correspondre à soulever une seule fois tel autre poids. Quelqu'un qui peut soulever 3 fois 155 kg, il va pouvoir porter 173 kg. C'est ça que dit la formule. Et en fonction de ce poids, en fonction de cette valeur de Lombardi, je vais pouvoir choisir la taille de mon nœud. Voilà, ça permet d'identifier ici les sets importants sur une séance. Si je m'intéresse plus particulièrement pour cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'entraînement en développé couché. Pardon, je me suis... donc le mouvement, on va s'intéresser au développé couché. Alors pause, bench press, c'est un développé couché avec pause. C'est le mouvement cible en powerlifting. Et je vais enlever les éléments filtrés, pouvoir les afficher si je veux autrement, comme ça, en mettant une vue, une vue hiérarchique, si je le désire, ou non. Donc là, je peux voir ici, j'ai un plus gros set qui va correspondre à 3 répétitions à 95 kg le 4 octobre 2021. Voilà. Ça va me permettre d'aller observer mes données dans plein de dimensions différentes pour être capable voilà. Je ne suis pas obligé d'aller chercher la semaine qui correspond à cet entraînement, puis aller chercher le jour, puis aller retrouver ce que j'ai fait. Non, en fait, là, je vais pouvoir, via des filtres, via des expansions, via du parcours un petit peu au hasard, voyager dans mes données pour en tirer de l'information et pour explorer en fait la même donnée que j'avais avant, mais d'une manière qui laisse la place un petit peu à l'imagination dans le parcours. Ça, c'est important. Donc là, on n'est pas du tout dans le knowledge graph. On n'a pas de graphe de connaissances, on a un graphe de faits. Les faits, ce sont des séances d'entraînement qui sont loguées, journalisées et injectées dans le graphe. Alors, là, c'est un webinaire sur le graphe de connaissances. En quoi c'est intéressant? Alors, je vais effacer cette vue et je vais vous montrer comment on a pu faire un graphe de connaissances sur le powerlifting. En tout cas, plonger le powerlifting dans un graphe de connaissances. Ce que je suis allé faire, alors on n'a pas d'ontologie, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du graphe sémantique, qui sont du web sémantique ici. On n'a pas d'ontologie vraiment satisfaisante sur les mouvements dans le sport. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé chercher de l'information sur Internet, par-ci, par-là, pour essayer de constituer un graphe de connaissances. Pour ça, alors, je suis allé récupérer des données sur des sites Internet, à droite et à gauche, et je les ai ingérées dans mon graphe de connaissances. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Par exemple, je vais m'intéresser à des groupes musculaires. Un groupe musculaire, ça va être... les abdominaux parce que ça m'intéresse. Donc, je peux ici accéder. Alors, pourquoi j'ai... Pardon, je me suis... J'ai un problème de couleur. Est-ce que j'ai... Pardon, je vais faire... Je vais afficher groupe des muscles. J'ai un petit problème de couleur. Est-ce que j'ai changé ma couleur? Voilà. Alors, bon, la visualisation sera meilleure si je fais ça, c'est-à-dire que c'est une question de privilège. Voilà. Je vois ici mes groupes musculaires en violet et les muscles correspondants en bleu. Ce que ça me permet de faire déjà, c'est de voir un petit peu ce qui est contenu par qui, etc. Par exemple, pour les épaules, je vais avoir le groupe musculaire épaule, il y aura
bras, le faisceau moyen, les faisceaux moyens, faisceau antérieur, etc. Je vais pouvoir aller comme ça naviguer un peu dans les groupes musculaires du corps humain. Moi, je peux m'intéresser, par exemple, au trapèze, au quadri, au fessier, etc. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de souris. Voilà, décidément. Alors, voilà. Ce qui va m'intéresser, ce sont les trapèzes et les quadris. Pardon, les trapèzes et les fessiers. Pourquoi les trapèzes et les fessiers? C'est arbitraire. J'ai choisi cela. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir étendre un petit peu. Par exemple, ici, action. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé étendre, faire une expansion de données, d'exercices. Des exercices qui ont des actions sur ces deux groupes, musculaires. Donc ça, c'est en les écartant comme ça, je peux aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intersection des deux. Je veux m'intéresser, j'ai envie de faire des exercices pour travailler à la fois les trapèzes et les fessiers. Bon, voilà, c'est une décision que j'ai prise. C'est mon choix, c'est discutable comme stratégie, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire autrement. Si je suis sur un site de musculation, un forum de musculation, et que je cherche ce qui peut mettre en commun trapèze et fessier, je vais avoir un gros obstacle, c'est qu'en général, la navigation, elle est en arbre. Je vais aller dans une section, une sous-section, etc. Mais dès que je veux faire l'intersection entre deux choses, je ne vais pas pouvoir. Donc là, je vais avoir des exercices qui me permettent de faire les deux. Alors là, je vais avoir du squat avec haltère, par exemple, du soulevé de terre, partiel, voilà, plein d'exercices qui vont être qui vont m'être proposés. Donc, qu'est-ce que je peux voir, par exemple, là-dedans? Est-ce que j'en fais déjà? Est-ce que moi, je fais déjà parmi des exercices de ça? Je fais du deadlift et du sumo deadlift. Par rapport à ça, c'est ce qui a été tiré de mes entraînements. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça, c'est tout ce que je fais comme entraînement en deadlift et en sumo deadlift. Je vais vite les enlever. Ça, c'est un training set, donc je vais l'enlever parce que ce n'est pas intéressant tout de suite. Donc, je fais ces deux mouvements. Alors, ces deux mouvements, soulevé de terre, je peux aller voir ce qu'ils ont, par exemple, ils peuvent avoir des dangers que j'ai trouvés sur Internet. Voilà. Et là, ça parle beaucoup du dos. Il y a le mot dos qui est cité dans les dangers. Alors voilà, là, je suis allé trouver ça sur Internet parmi les dangers nombreux qui se transfèrent bien, mais il reste risqué pour le dos. Voilà. Les deux sont risqués pour le dos. Alors comment j'ai trouvé dos? Là, je suis allé faire du NLP. Ce qu'on appelle NLP, ça va être du traitement des langages naturels pour essayer de récupérer des entités nommées. Par exemple, une entité nommée, ça peut être une partie du corps. Voilà. Je suis allé faire ça et faire le lien. Donc moi, j'aimerais bien parce qu'en ce moment, j'ai mal au dos. Je veux continuer à travailler mes fessiers et mes trapèzes, mais j'aimerais bien le faire avec des exercices qui n'abîment pas le dos. Ce que je vais faire, là, je vais choisir ces sommets-là et ces sommets-là, et je vais demander de regarder si le danger existe. Et voilà. Il s'avère que tous les exercices, on va dire connus au sens du site, qui permettent de faire à la fois les fessiers et les trapèzes, ils sont, entre guillemets, risqués pour le dos. Donc, il faut prendre des précautions. Ça veut dire, soit il faut que je trouve un moyen de protéger mon dos pour faire ces exercices, prise de décision, soit il faut que j'arrête de faire ces exercices, encore une fois, on est dans la prise de décision, soit il faut que j'arrête de vouloir faire les deux en même temps et que je trouve des exercices qui me permettent de cibler sur les fessiers et sur les trapèzes
parce que pour protéger mon dos. Voilà. Donc là, j'ai une stratégie qui me permet, d'une part, de chercher si j'ai une alternative. Ici, en l'occurrence, je n'en ai pas. Et de prendre une décision. Là, j'ai ma prise de décision qui est possible grâce au graphe de connaissances. Et je suis capable, après, si j'ai mal au dos, disons, admettons que j'ai mal au dos, je peux essayer de trouver pourquoi j'ai mal au dos. Dos. Je vais aller chercher. Alors là, je cherche un athlète, en l'occurrence, ce sera probablement moi, qui s'entraîne sur des mouvements qui correspondent à des exercices. Alors, move exercice, c'est plus ou moins la même chose, mais move, ça va être dans le langage de mon entraînement, et exercice, ça va être dans le langage, en gros, du graphe de connaissances. Et j'ai réussi, encore grâce à des techniques de NLP, donc de traitement des langages naturels, à faire la connexion entre les mouvements et les exercices. Et je vais pouvoir trouver des exercices voilà, qui sont alors, attends, j'ai pour une partie du corps le nom. Là, je vais essayer de chercher ce chemin-là dans mon... là. Évidemment, je vais avoir beaucoup de training sets qui font un peu la jointure entre l'athlète et l'exercice, mais je vais pouvoir les enlever parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver juste les exercices qui me font du mal et je vais garder juste les exercices et à la limite les journées d'entraînement. Journée d'entraînement, exercice. Si je fais ça et que j'enlève tout le reste, je vais voir ça et je vais pouvoir filtrer ici par date mes jours d'entraînement et me dire voilà, c'est là que je m'étais fait mal parce que c'est là que j'ai arrêté de m'entraîner. On voit très bien que là il y a une période sans activité. Je vais appliquer mon filtre, je vais supprimer les autres nœuds et je vais pouvoir regarder ce que j'ai fait ces 2 jours-là. J'ai fait du développé incliné à la barre et du soulevé de terre, du développé couché, etc. Alors, là, j'ai mis... c'était là. J'en ai un peu trop. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai fait. En day, j'ai fait ces choses-là. Et donc là, je peux voir mes exercices, je peux aller regarder exactement ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait beaucoup de développé couché. Et voilà. Donc, à la suite de ça, je peux essayer d'aller voir voilà, mes séances de développé couché ce jour-là et aller voir si, par exemple, j'ai des vidéos, je peux aller les consulter parce que je sais de quelle séance il s'agit. Je peux aller voir s'il n'y a pas un point technique qui fait que mon développé couché pourrait créer ce mal de dos, etc. Donc, j'ai un moyen de représenter mon mal de dos, j'ai un moyen de représenter mon athlète et de créer un chemin dans le graphe entre ce mal de dos et la tête pour la prise de décision, pour l'analyse de cause racine. Qu'est-ce qui va être le responsable de ce mal de dos? Donc là, je vous le montre
avec Bloom en visualisation et je fais le travail qui pourra, une fois que l'analyste et l'explorateur de données aura trouvé un moyen de le faire, je pourrai l'écrire sous forme de requêtes Cypher, donc des requêtes dans la base de données, pour automatiser ce processus et pour pouvoir identifier après un mal, trouver la cause racine de manière automatique quand je déclare une douleur à un moment, essayer de trouver les candidats causes. Voilà. Et donc là, je peux rajouter toute la couche d'intelligence artificielle en faisant tourner des algorithmes pour faire ça. Donc là, il y a déjà de l'intelligence de par la connexion de mon graphe de connaissances à mes données d'entraînement qui va me permettre d'aller prendre des décisions importantes. Donc là, on est, pour revenir au transparent, on voit que là, on a progressé. On a créé un graphe qui permet de loguer et d'explorer des données d'entraînement, et puis après, d'en tirer le meilleur parti pour meilleure partie du contexte pour en tirer de l'intelligence. Et puis l'étage suivant de la fusée, ce serait d'automatiser tous ces processus, et ce qui est tout à fait faisable avec nos outils. Alors, je sais que j'ai déjà pris pas mal de temps. J'aimerais bien savoir s'il y a des questions dans l'assistance. Alors, écoute, pour l'instant, j'ai pas vraiment vu de questions. On peut peut-être juste attendre 1 minute ou 2 au cas où. Okay. Mais écoute, pour l'instant, j'ai pas vraiment vu de questions spécifiques. Alors, les questions, ça peut être sur le sujet du powerlifting, ça peut être sur le sujet du graphe de connaissances, ça peut être aussi sur le sujet de l'activité des uns et des autres, et de voir ce qui est possible de faire, ce qui existe et ce qu'on peut fabriquer. J'ai une première Avec question, tiens, justement. Parfait. Ah, Et oui. d'ailleurs, avant de poser cette question, tu as parlé de Noémie, mais tu pas dit que tu étais champion aussi. Pierre Halftermeyer, athlète quand même. Alors, je suis champion dans une catégorie de niche. Je suis champion de France des petits vieux. Bah écoute, champion quand même. Oui. Donc, la question, c'était pour taquiner. Peut-on Non, customiser le logo des nœuds, donc les icônes? Peut-on customiser le logo des nœuds? J'imagine que la question, c'est pour Bloom. On peut le faire. On peut le faire d'une certaine manière, c'est-à-dire on a accès. Alors, si par exemple, pour une compétition, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les compétitions d'ailleurs. Je vais en profiter. Athlète. Cette compétition, voilà, j'ai chargé d'autres sources de données, évidemment, pour un petit peu faire l'analyse de la concurrence, essayer de voir qui voilà, tu en parlais. Montrer, voilà, ça c'est la compétition championnat de France, voilà. Et c'est vrai que je suis pas trop satisfait je suis pas trop satisfait du logo qu'on a choisi pour la compétition. Je peux aller choisir ici parmi des icônes avec un moteur de recherche. On va mettre meeting. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspondrait à une compétition? Match, peut-être. Ah bah tiens, une flamme pour les compétitions. Voilà, les compétitions, ça va être une flamme maintenant. J'ai customisé ça. Alors là, on est dans Bloom, on a une bibliothèque d'icônes qu'on peut utiliser. C'est pas customisable, c'est-à-dire vous ne pouvez pas importer votre propre fichier dans Bloom, parce que Bloom, c'est un outil qu'on veut très généraliste, très épuré, un outil d'exploration, et il doit rester simple, et le look and feel est important. En revanche, si vous voulez visualiser vos graphes dans votre application, tout est faisable, tout est possible. Il y a des centaines de bibliothèques de visualisation de graphes depuis lesquelles vous allez pouvoir observer votre graphe de données Neo4j, votre graphe de connaissances. Et là, vous pourrez mettre des photos de chats, tout ce que vous voulez comme icône sans aucun problème. Ouais. La question était principalement pour Bloom, mais les précisions sont appréciées Ouais. quand même. J'ai une deuxième Ouais. question. La manière d'interagir avec Neo4j pour le graphe de connaissances doit-elle obligatoirement passer par Bloom?
Non. Alors, pas du tout. Quand on parle de Neo4j, la manière privilégiée d'interaction, c'est Cypher. Cypher, c'est un langage de requête. C'est un langage de requête, on va dire, sous stéroïde, parce que c'est vraiment un langage de programmation qui permet de faire beaucoup de choses. Au-delà, ça va être un langage de glue. Voilà, il y a des choses sur en SQL qu'on ne pourrait pas faire et qu'on peut faire sur Cypher parce qu'on a plein de bibliothèques utilitaires qui sont vraiment, vraiment chouettes. Donc ça, on a l'interface développeur là que je vous ai montré. Je vais pouvoir faire, par exemple, si je veux récupérer les compétitions d'un athlète, je vais pouvoir faire ça. J'appelle ça Meet. Je vais pouvoir montrer pour un athlète, pour les athlètes et les compétitions. Donc là, j'interagis via l'outil qui s'appelle Neo4j Browser. C'est l'outil plutôt destiné à un développeur. Et voilà. Et je peux voir ça sous forme de visuel, mais je peux voir ça sous forme de code et on va dire, de données intelligibles par un ordinateur. Un ordinateur, il va pouvoir exploiter cette donnée. Donc là, voilà, je peux aller voir, explorer par exemple là, la flèche, elle va contenir l'information de la performance. Je peux voir que là, j'ai réalisé un total sur cette compétition de 465 kilos et que c'était le championnat de France. Voilà. Donc ça, c'est une première façon d'interagir. On va avoir d'autres façons qui sont programmatiques. On peut avoir un driver, par exemple, un driver Python, si vous utilisez le langage de programmation Python, un driver Java, un driver C#, voilà, qui va permettre à votre programme informatique C# d'appeler votre base de données et d'en tirer de l'information. Et ensuite, on va avoir des bibliothèques particulières qui sont un peu construites au-dessus de Cypher, mais pas seulement. C'est pas la seule, c'est pas la seule API, c'est pas la seule interface. On a des bibliothèques qui vont permettre d'appliquer des algorithmes de graphes. Alors, d'algorithmes de graphes au sens de la théorie des graphes, et d'en tirer de l'information. Donc là, on est dans la data science, on est dans l'intelligence artificielle. Vous allez aussi pouvoir construire, alors là, je m'adresse peut-être aux développeurs d'applications, des API. Alors, vous connaissez peut-être les API REST qu'on peut construire au-dessus d'une base de données. Nous, on va privilégier des API GraphQL. C'est un format d'API qui a été construit par Facebook, qui permet d'interroger en HTTP des graphes pour récupérer de l'information. Donc ça, c'est très facile à construire. En low-code, vous avez votre API utilisable par votre application. Alors, vous allez pouvoir construire votre API sur du Node.js, en Vue.js, par exemple. C'est le framework de votre choix et construire votre API côté front de manière abstraite. Le graphe est abstrait dans une API et vous n'avez pas besoin de connaître Cypher pour y accéder. Voilà. Il y a sans doute d'autres moyens. Hein. Là, je vous ai montré Bloom, mais il y a d'autres outils de BI. Si vous voulez connecter Power BI, Qlik à votre base de données, vous arriverez à le faire. Et donc, voilà. Si vous avez un cas particulier auquel je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à me demander si c'est possible. C'est probablement possible et je pourrais vous expliquer comment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Je pense que si. Du coup, il y avait quand même un commentaire. D'accord, donc ce que l'on voit avec Bloom peut être reproduit avec Cypher, grosso modo. Absolument. Alors, ouais. D'une part, ça c'est vrai. Ça, vous voyez que le Athlete Meet, là, il ressemble beaucoup à ce Athlete Meet. Ouais. Ce qui est aussi possible, c'est d'utiliser Cypher dans Bloom. C'est-à-dire, je vais pouvoir sauver des requêtes là, Cypher, par exemple des search phrases. Une search phrase, ça va être une phrase en langage naturel, par exemple, trouve-moi tous les athlètes ayant porté plus de 100 kg au développé couché. Ça, c'est difficile à trouver dans Bloom. Par contre, je peux l'écrire assez facilement en Cypher.
le sauver dans Bloom, et après, je vais pouvoir écrire dans la barre de recherche la phrase de recherche exactement, trouve les athlètes ayant trouvé plus de 100 kg en développé couché, et il va me les donner. Et je peux même remplacer ce 100 kg par une variable, et qui va être le poids, et qui sera et l'utilisateur pourra mettre le poids qu'il veut. Et donc voilà, là on donne à l'utilisateur la possibilité de faire une requête Cypher sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est les search phrases. On a aussi ce qu'on appelle les synactions. C'est à peu près la même chose, mais ça va utiliser les nœuds qui sont sélectionnés à l'écran comme base de paramétrage de la requête. Mais la réponse courte, c'était oui. Merci. Et donc, puis-je programmer mes propres APOC, Alors, programmer mes propres APOC. La réponse courte, c'est oui, c'est possible. C'est possible. On a cette possibilité. C'est quelque chose qu'on fait rarement, parce qu'en général, APOC plus Cypher, on va dire que c'est un langage, ça permet d'à peu près tout faire. C'est Turing complet, évidemment. On peut tout faire avec ça de manière assez confortable. Mais APOC étant open source, rien ne vous empêche de récupérer, de rebuilder votre APOC, de l'utiliser. Voilà. Le mieux, si vous voulez le faire, c'est vous rapprocher de la communauté APOC, et vous créez votre APOC, et vous faites une pull request, et on va vous dire ah bah c'est super, etc. Mais il y a déjà on va dire, des appels à nouvelles fonctionnalités. Si vous voulez participer, on a une communauté de développeurs qui est très riche. On a beaucoup de développeurs. Le fait qu'on ait des solutions open source n'y est pas pour rien. Et si vous voulez en faire partie, vous serez le bienvenu. Et c'est des initiatives qu'on apprécie. Donc, programmer une APOC, c'est possible. Et sinon, vous pouvez aussi créer des procédures stockées depuis APOC. Voilà, c'est faisable. Mais, je vous dis, en Cypher, on peut déjà faire beaucoup. Oui, il y a déjà Si pas vous avez mal un de cas choses d'usage, dispo. si vous avez un cas d'usage précis, quelque chose de difficile à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un email, et on peut en parler, essayer de trouver une solution. J'ai mis le lien de la communauté Neo4j aussi dans le chat pour ceux que ça intéresse, parce que la communauté est quand même assez investie, il y a pas mal d'échanges, et c'est donc intéressant de voir ce qui a déjà été fait aussi. Je crois que c'était la dernière question. Et si vous voulez apprendre, on a graphacademy.com, un site qui vous permettra un petit peu de découvrir Neo4j si vous êtes développeur, et d'en tirer le meilleur parti. Lien que j'ai partagé au tout début pendant qu'on t'attendait, avec le lien vers la certification en ligne gratuite pour ceux qui étaient intéressés aussi. On a une nouvelle question entre-temps. Le passage du graph context au knowledge graph se fait par l'ajout de semantics. Est-ce que ces semantics sont l'import des données externes de groupes musculaires? Alors, oui. Là, c'est vrai qu'on a importé un graphe de connaissances. Là, on l'a importé dans ce cas précis. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est importé de l'extérieur. On peut avoir dans une entreprise une connaissance sur laquelle on a envie de capitaliser. Ça peut être récupéré en interrogeant les employés d'une société. Voilà, qu'est-ce que tu sais sur ce domaine d'activité? On essaye de le modéliser et de construire ce graphe de connaissances ensemble. Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, ça va être, alors là, le mot sémantique, je ne sais pas si ça fait référence à RDF, mais on peut récupérer une ontologie, une taxonomie, un dictionnaire sous la forme de faits RDF depuis une source d'open data. C'est une façon de le faire. C'est une façon de le faire quand on a des données, des ressources disponibles. C'est quelque chose qu'on va privilégier. S'il y a déjà un travail d'ontologiste qui a été fourni, il faut s'en servir. Après, là, moi, ce que j'ai fait, je suis allé récupérer des données sur des sites internet, je les ai organisées, et j'ai construit le graphe de connaissances
on va dire, à ma façon. Alors là, j'ai croisé plusieurs données, hein. Il y a des données sur des sites de musculation, sur des forums. On va dire, j'ai pris aussi des listes de mots. Des fois, c'est pratique d'avoir des listes de mots. Par exemple, liste de mots du corps humain. Je vais pouvoir récupérer une liste de mots et après les chercher dans mes textes, dans du texte que j'ai par ailleurs, créer des liens, etc., les connecter. Des mots, ça permet de connecter des textes. Deux textes qui partagent un mot, on peut imaginer qu'il y a un lien sémantique entre ces deux textes. Donc ça, c'est un travail de construction qui est souvent intéressant. Et tout dépend de la source de données que vous avez. Il n'y a pas de formule magique. Il y a pas mal de stratégies possibles. Et quand on fait du graphe de connaissances, c'est souvent qu'on a des données silotées et on va avoir envie d'agglomérer des sources différentes. Donc, il y aura plusieurs stratégies simultanées. En ce moment, avec un de nos clients, on construit un graphe de connaissances à partir de son référentiel produit, de son CRM, de forums de clients qui parlent de leurs produits sur Internet, etc. On a mélangé des exports depuis des bases de données à du scrapping de PDF, du scrapping de sites Internet, de l'import d'open data. Voilà. Un graphe de connaissances, ça se construit. Et vu que le modèle Neo4j, le modèle du graphe de propriété est souple, on va pouvoir empiler, rajouter des nouvelles sources et qui vont se réconcilier dans le modèle d'une manière qui va être toujours compatible de manière ascendante. Et du coup, on a encore une question, donc on va en prendre une dernière. Au niveau du nombre de requêtes en Cypher sur la base de données, y a-t-il un moment où des goulots d'étranglement peuvent apparaître? Alors forcément, oui. Il y a des limites à tout. Si on fait des requêtes en écriture sur les nœuds et qu'il y a ce qu'on appelle des hot nodes, des nœuds qui vont être beaucoup sollicités, on va pouvoir faire apparaître des verrous. Donc pour ça, la solution à ce problème, c'est la transaction. C'est l'atomicité des transactions. Donc on a une base qui est acide, full acide. Quand vous réalisez une transaction, elle est atomique. On peut estimer que les transactions vont être réalisées dans le bon ordre et de manière indépendante les unes des autres, et que quand l'une est finie, la suivante trouve la base dans l'état attendu. Si vous faites des grosses transactions qui vont modifier plein de choses dans le graphe, vous allez devoir être capable de revenir à l'état précédent s'il y a un problème. Parce que si votre transaction, soit elle réussit complètement, soit elle est annulée et on se retrouve dans l'état précédent. Et qui dit grosse transaction, dit beaucoup de choses potentiellement à annuler s'il y a un problème. Donc, beaucoup de mémoire consommée. C'est-à-dire, vous allez devoir stocker tout ce que vous êtes en train de faire dans la mémoire vive de votre serveur. Et ça, c'est une limite. C'est-à-dire que votre mémoire vive, elle n'est pas, c'est pas un puissant fond. Elle a des limites. Donc, les solutions, ça peut être plus de RAM, plus de stockage, évidemment, mais là, c'est pas vraiment la question. Ça peut être aussi l'atomisation des transactions. Peut-être que votre transaction, je peux la découper en plusieurs sous-transactions qu'on va pouvoir effectuer de manière indépendante. Par exemple, si vous voulez modifier le lien de tous vos athlètes vers telle compétition, vous allez peut-être pouvoir faire les athlètes 100 par 100. Si vous en avez 1 million, vous allez faire des transactions je sais pas, de 100 ou 1000 athlètes, et ça va éviter que votre mémoire vive explose. Vous allez faire l'une, puis l'autre, et vous allez lisser dans le temps le travail.
Voilà. Donc c'est un exemple de stratégie et un exemple de goulot d'étranglement qui peut arriver et on a des bonnes pratiques pour éviter que ça ne se passe.